C'est l'émission Nouvelle Star qui l'a fait connaître. Pour y participer, il a renoncé à son poste de courtier afin de se consacrer entièrement à sa passion, à savoir la musique. Éliminé de ce télécrochet, il n'abandonne pas pour autant et publie son premier album en 2009. En l'espace de 10 ans, il en a publié plusieurs autres. La preuve qu'il ne faut jamais renoncer, c'est le chanteur Icare que nous recevons sur le plateau de Lumière Intérieure ce soir. Bonsoir Icare. Bonsoir. On est extrêmement heureux de vous recevoir. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais à l'instant, des albums, vous en avez publié plusieurs. C'est surtout le second, d'ailleurs, qui est sorti en 2011, intitulé Lumière Noire, qui vous a permis d'être remarqué. On a pu pourtant vous reprocher parfois le côté un peu nombriliste de cet album. Alors, ça m'intéressait de savoir, vous, avec le recul, quel regard vous portez sur vos débuts? Vous m'avez dit que vous aviez quasiment littéralement changé de vie entre la vie que vous avez aujourd'hui et puis celle que vous aviez à vos débuts. Voilà, quel regard, rétrospectivement, vous porter sur ces moments-là, les moments de vos débuts? Toutes les naissances se font dans le sang, se font dans les cris, se font dans une espèce d'énergie incontrôlée. Il y avait la fougue de cette jeunesse, il y avait beaucoup de lumière. Je pense que la nature humaine est faite de telle sorte qu'elle réagit bizarrement à la lumière. Moi, je ne suis pas fait pour être dans la lumière. Et comment vous vivez justement la lumière des projecteurs? C'est quelque chose que vous appréciez ou qui est encore difficile aujourd'hui? Mon père disait quelque chose de très sage à ce sujet. Il disait que c'était comme un compliment et qu'un compliment était comme un parfum. Et il devrait parfumer ta peau de manière superficielle et ne surtout pas pénétrer ton sang, sinon il t'empoisonnerait. Donc c'est la même chose, je pense, avec la... C'est joli comme image, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est très juste, c'est pour ça que je le cite. Et donc voilà, c'est comme ça que je le vis, comme quelque chose de présent et d'éphémère. Et ça s'en va, comme tout, comme la vie. Voilà. Donc là, j'accède à un âge un peu plus calme maintenant. L'âge de raison. Oui, vous parliez de nombrilisme, c'est drôle parce que j'en parlais avec... j'ai eu la chance d'écrire pour plein de gens, et dont Zaz. Et on était dans sa loge avant un concert où je lui avais écrit une chanson. Et elle me parlait. Je sais qu'elle fait beaucoup pour les gens, beaucoup dans l'humanitaire, beaucoup dans l'écolo. Et je l'entendais sans cesse dire je. Et je l'arrête au bout d'un moment, je lui disais, mais depuis tout à l'heure, tu me parles de toi en ne disant que je, en ne parlant que de ta personne. Et pour parler de ce nombrilisme-là, justement, et j'ai pris une claque, parce que je ne pensais vraiment qu'aider les autres et l'amour des autres n'était que l'abandon de soi, au détriment de soi. Et elle, non, elle me disait, tout part de moi. Tout part, justement, on parlait de nombrilisme, tout part de moi. Si je ne rayonne pas de l'intérieur, je ne peux pas briller pour les autres. Donc voilà, c'était la réponse au nombrilisme. Donc il y a une certaine forme, pour être finalement généreux, il faut partir d'une certaine forme d'égoïsme, peut-être. Briller de l'intérieur pour briller à l'extérieur. Ailleurs. Exactement. Alors c'est intéressant parce que vous me disiez que vous avez écrit pour Zaz, vous avez écrit pour d'autres personnes, notamment pour le pape. Il ne le sait pas, je crois. J'ai sorti une chanson que je chante qui s'appelle La mer à voir, en pensant à lui, au pape François Ier, parce que j'aime son humilité. Et puis il y avait une phrase qui a été traduite lors de son intronisation. Je ne sais pas si on dit comme ça, canonisation. Il faudrait que nos cœurs s'émeuvent. Elle faisait la couverture de l'Express et de tous les journaux du monde entier. Après, va faire rimer nos cœurs s'émeuvent. Et du coup, j'ai fait cette chanson qui s'appelle La mer à voir. Et pour faire court, c'était... il voulait ramener l'homme à l'humain, dans un monde où tout n'est que machine. Voilà, ramener vraiment à ces choses-là de l'intérieur. Le refrain, c'est quoi? C'est pas la mer à voir, c'est pas Tokyo le soir, un ailleurs ni en autre part, mais en nous que survit la preuve qu'il faudrait que nos cœurs s'émeuvent. Et c'était vraiment ramener... J'ai adoré cette phrase-là, et donc oui, il y a une chanson qui lui est dédiée. Ça vous a touché. Vous avez jamais eu envie de lui envoyer, de lui faire savoir? Peut-être, non, je n'y ai jamais songé. C'est tellement plus grand que moi, toutes ces choses-là. Donc, même ma vie est plus grande que moi. Donc, je fais mes chansons et où qu'elles aillent, c'est déjà d'où je viens. Je suis d'origine libanaise, j'ai grandi au Sénégal, en Afrique subsaharienne. Ma vie est infiniment plus grande que mes rêves. Aujourd'hui, d'être ici à Paris, de faire des tournées en France, de côtoyer de grands de la chanson et de travailler pour eux et avec eux, c'est plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Donc, qu'ils lisent ne serait-ce qu'un bout de cette chanson. Il y a eu cette chanson, il y en a eu d'autres, et la toute dernière en date, le tout dernier album en date s'intitule D'autres que nous. C'est un duo avec Axel Red. Alors on va regarder dans quelques secondes un extrait du clip, mais avant, je voulais savoir quelle a été la genèse de ce projet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce titre et de le faire avec Axel Red? C'est malheureusement autobiographique. À la base, c'est une chanson tirée de mon album Adieu, je t'aime.
qui est un peu une catharsis, qui est un peu... voilà, j'ai eu une séparation douloureuse. Et cette chanson, voilà, d'autres que nous, 14 boulevard Saint-Michel, c'est là où je vivais. Et je suis revenu un soir tard, devant cette adresse. Et il y avait d'autres que nous au balcon de chez nous. Donc d'autres que nous feront l'amour sous ces fenêtres, d'autres que nous vivrons de longues nuits de fête. Ça vous a fait mal de voir d'autres que vous dans ce lieu que vous aviez investi avec la personne que vous aviez aimée? Je pense que c'est une Madeleine de Proust, mais géographique. Et on l'a tous, ce 14 boulevard Saint-Michel est mon adresse, mais tout le monde a ce lieu où tu repasses et le temps est passé sur cet espace et il devient un autre endroit avec d'autres gens et d'autres histoires et d'autres gens qui vivront ces choses-là que tu as vécues, qui étaient si importantes pour toi. Mais oui, après voilà, le temps passe et la douleur devient nostalgie, c'est notre capacité à sourire de nos propres chagrins, à la nostalgie, je dis souvent ça. Et oui, donc cette chanson-là, et je l'avais écrite en duo parce que peut-être aborder ces sujets-là seul, par lâcheté, je n'osais pas trop. Donc j'ai cherché à la partager avec une chanteuse. Et cette chanson n'est pas un tube, cette chanson n'est pas une chanson du moment. Elle a quelque chose de passé, quelque chose d'intemporel aussi. D'intemporel, j'espère. Et donc je voulais une artiste intemporelle justement, et vous m'aidez avec cet adjectif. C'est une légende et elle est intemporelle, donc je voulais que ce soit un classique, et donc j'ai demandé à Axel Red. Elle a accepté tout de suite? Le lendemain matin. Formidable. Elle a reçu le soir, et le lendemain matin, elle a accepté. Et là, nous abordons on est cul et chemise, on n'arrive plus à se séparer. Je suis tout le temps à Bruxelles et on n'arrête pas d'écrire. Et je pense qu'on va aller plus loin qu'une chanson, je pense qu'on va en faire d'autres. Ben, on le souhaite. En tout cas, cette chanson-là, on va la regarder. On regarde un petit extrait du clip. Les murs se souviennent-ils de nous, de nos promesses? Il m'arrive de me rendre à l'adresse de notre grand amour. Je passe devant et puis j'espère te voir par la fenêtre, confiant sourire au coin des lèvres. Et puis je lève la tête, je vois qu'il y a de la lumière, d'autres que nous. Ils passeront leur nuit d'hiver au coin du feu doux. D'autres que nous feront l'amour sous ces fenêtres. D'autres que nous vivront de longues nuits de fête. D'autres que nous feront la guerre, ou bien peut-être s'aimeront-ils pour toujours. D'autres comme nous feront pareil. 14 boulevard Saint-Michel. Icar, est-ce que vous aviez envie de faire passer un message particulier avec cette chanson? En écrivant une chanson, surtout aussi personnelle, au début j'avais la pudeur de ne pas vouloir la sortir vraiment. Et c'est mon producteur actuel qui m'a dit il faut que tu te débarrasses de cette histoire. C'est Raymond Queneau qui écrivait un bouquin à chaque fois qu'il avait un traumatisme. Et une fois qu'il rangeait le livre dans l'armoire, dans sa bibliothèque, plutôt que dans l'armoire, il se débarrassait de l'histoire, elle ne lui appartenait plus. Aujourd'hui, cette histoire ne m'appartient plus. Et moi, j'avais l'espoir que par la radio, la personne à qui s'adressait cette chanson l'entende. Et ce fut le cas, parce que j'ai la chance que les chansons aillent en radio. Donc voilà, oui. Donc je me débarrassais d'une histoire et ça m'a guéri. Voilà. Elle a réagi? Oui, elle a réagi. Oui, elle a réagi. On s'arrêtera là par pudeur. Alors dans vos titres, vous parlez de la mort, vous parlez de la vieillesse, vous parlez de la séparation. Et en même temps, vous incitez les gens à vivre pleinement. Finalement, votre message, c'est ça, c'est soyez vivants. Je viens très récemment de me tatouer ici « Memento mori » en latin, qui veut dire « souviens-toi que tu vas mourir ». Et je pense que c'est la chose la plus positive qui soit. Je suis quelqu'un d'obnubilé par le temps. Le temps qui passe, au sens où ça vous fait peur? Ça me fait peur, et il faut bien qu'il passe pour que je puisse vivre des choses extraordinaires. Il faut que je passe du temps avec les gens que j'aime pour leur dire que je les aime. Et il faut que je passe du temps avec les gens pour apprendre à les aimer. Donc il est inéluctable que ce temps passe cruellement, à la fin qu'il nous enlève comme la marée tout ce qu'il nous a donné. Mais memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, alors profite de vivre et d'être heureux. Vis fort, vis pleinement. Intensément. Intensément, tout va trop vite. Donc voilà. Oui. À quoi ça sert, selon vous, une chanson? C'est quoi la raison d'être d'une chanson? À ne pas mourir, à ne pas qu'une histoire meure. C'est un peu une photographie auditive. Et c'est Basquiat qui disait les arts plastiques en général sont à l'espace ce que la musique est au temps. Donc voilà, la musique est un souvenir.
On a tous une musique par moment. Alors c'est quoi votre musique à vous, votre musique, la musique qui vous suit toujours, qui vous inspire? Est-ce qu'il y a une musique comme ça que vous portez en vous et qui résonne? Il y a peut-être ces gens-là de Jacques Brel sur notre résilience absurde, sur notre capacité extraordinaire à accepter la médiocrité, à rester assis et ne rien faire. Parce que c'est chez ces gens-là, on ne bouge pas, on ne part pas. Alors qu'il faut partir. Sur ces sujets, les Oui, mangeurs de cornichons. Oui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup orienté dans les thèmes des chansons. Enfin, vous écoutiez quoi d'ailleurs chez vous quand vous étiez petit avec vos parents? C'était plutôt de la musique orientale ou pas du tout? C'était de la chanson française, pure et dure. Oui, je suis vraiment profondément... Voilà, comme je disais, je suis d'origine libanaise, sénégalais de naissance, français d'adoption, et le ciment de ces trois cultures-là, c'est la francophonie. Je suis profondément francophile et francophone. Voilà, j'écrirai toute ma vie qu'en français. Et voilà, j'ai été bercé par Aznavour, par Léo Ferré, par Enrico Macias aussi. Voilà, c'est peut-être ce qu'il y avait de plus oriental. Jacques Brel, évidemment, Cabrel, qui est le premier bouquin de tablature pour apprendre la musique. Et voilà, non, c'était profondément francophone. Alors on sait tous que les artistes, la majorité d'entre eux du moins, peuvent connaître des moments difficiles, en tout cas des moments plus difficiles que d'autres. Ces moments-là, vous, comment vous les vivez? Pas les artistes, tout le monde. Un artiste ne vit pas de moments plus difficiles qu'un autre, juste que son exercice, lui, est au quotidien d'aller creuser dans ce qui ne va pas, plutôt que de l'éluder. Celui qui n'est pas artiste va se lever, s'habiller, partir au travail. L'artiste, lui, va faire ce travail de spéléologue, de descendre en rappel au fond de soi, et c'est pour ça qu'il sort complètement explosé derrière, comme s'il sortait d'une salle insonorisée dans le bruit d'un coup et que c'est un peu éclaté. Comment je vis ça? Ben, je l'ai très mal vécu un moment. Je suis allé comme je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, aujourd'hui je le sais, et donc je dois me protéger. Je sens, c'est peut-être la seule chose, je n'ai pas de talent particulier ni d'écriture, je sais juste que je sens les choses peut-être trop fort, peut-être à mon détriment et je me mets en danger. Aujourd'hui je me protège, mais très longtemps ça m'a brûlé, d'où Icare. Je me suis doutée, oui, on va en parler tout à l'heure. Et justement, c'est difficile de garder la tête froide quand on connaît le succès, parce qu'il y a des moments difficiles, et puis il y a aussi des moments de gloire, surtout quand on démarre relativement jeune. Il y a la famille. J'ai la chance d'avoir une famille, et quand mon bateau est en perdition, ils sont une ancre pour moi, quand je suis à la dérive. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on nous montre chaque année des stars monter les marches à Cannes. On nous les voit, on ne nous les montre jamais les descendre. Et les marches, ça se descend. Il y a des amplitudes. Quand on est en haut, tout va très bien. Quand on est en bas, tout va très mal. Mais c'est dans l'ombre. Et c'est pareil pour tout le monde, pas que pour les gens qui ont accès à une lumière ou la notoriété. Je pense que en hiver, en été, il faut avoir mis de côté les choses pour l'hiver. Voilà. Et chacune des deux saisons est appréciable. Hein. C'est pas parce que ça va. Ayant chanté tout l'été se trouve à fort dépourvu quand la bise fut venue. Voilà. C'est quoi la vraie réussite à vos yeux? C'est dormir tranquille. La conscience tranquille. Dormir en paix. Après quoi est-ce que vous courez dans la vie? Je ne sais pas, mais je cours. Pourtant, vous donnez l'impression d'être relativement calme, zen, détendu. C'est très récent, c'est une posture et il ne faut pas se fier. Parce que les caméras aussi, on ne le dit jamais, on voit des gens, des artistes à la télé ou des politiques ou des gens qu'on interviewe qui ont l'air... C'est une posture. Là, je suis dans une posture et il ne faut pas mentir aux gens qui regardent la télévision. On est tous dans et dans cette société-là de réseaux sociaux, nous en parlions tout à l'heure. Il y a beaucoup de postures, il y a beaucoup d'attitudes. Il y a beaucoup d'attitudes, tout ça est très faux. J'essaie d'être le plus proche de ce que je suis et finalement, il n'y a que sur scène que j'y parviens. Là, je suis trop calme, je suis trop sage. Peut-être que c'est l'ambiance feutrée délicieuse de cet endroit. Je n'en sais rien. Non, vous êtes parfait. Vous trouvez? Oui, merci beaucoup. Et je voulais savoir d'où vient votre inspiration quand vous écrivez, parce que vous avez beaucoup parlé des textes que vous écrivez, pour vous ou pour les autres. Vous avez généralement une idée très précise de ce que vous voulez faire? Est-ce que ça vient, entre guillemets, en marchant? Et où est-ce que vous puisez votre inspiration? Des autres. Dans les autres? Dans les autres. Finalement, on ne parle jamais aussi bien de soi qu'en regardant les autres, parce que tout le monde est un peu de nous. Les autres sont le miroir de nous-mêmes, c'est Absolument, multiples comme une boule à facettes. Et j'adore à Paris prendre le métro, j'aime cet anonymat, j'aime cet endroit qui ressemble finalement à des sanitaires presque. On est dans une espèce de silence partagé, personne ne parle, et tout le monde se regarde et se devine sans se dire bonjour. Et j'aime cette espèce de silence gênant peut-être.
Après, oui, les autres sont un peu le tremplin pour finalement ne revenir qu'à parler de moi, parce qu'on est tous des égoïstes, au fond. On ne pense qu'à soi. Vous remettez souvent en question, en tout cas vous avez le sentiment de le faire. J'essaye vraiment de remettre en question, parce que les échecs nous forgent que si on se remet en question. Voilà, sinon, on répète nos erreurs une fois, deux fois. Absolument, indéfiniment. Indéfiniment. Vous disiez que vous êtes né au Liban, que vous avez grandi au Sénégal. Je suis né au Sénégal. Né au Sénégal, pardon. Je ne connais que peu le Liban, finalement. Et du coup, donc vous êtes de confession musulmane, c'est ça? Oui. Mais vous me disiez avant l'émission, avec une vraie passion pour le Christ. Oui. J'ai vu La Passion du Christ plus d'une vingtaine de fois de film Mel Gibson en araméen. Je le connais presque par cœur. Qu'est-ce qui vous touche autant dans ce film? Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, c'est... La notion du pardon? La notion du pardon, cette profonde humanité qui dépasse même... qui va au-delà de celle que nous pouvons avoir nous-mêmes et que nous pouvons avoir par moments. J'aime profondément cet homme qui est un demi-dieu, j'aime profondément ça. Il a le plus beau des messages, le message du Christ est le plus beau qui soit, de tous les messages. Et quand je dis, voilà, je suis de confession musulmane, je pense, et je vous disais en off, qu'il y a une trilogie, que chacun des messages, que ce soit de la Torah, de la Bible et du Coran, est incomplet en soi et que chacun complète l'autre. Et qu'il y a des religions qui semblent plus hermétiques parce qu'elles apportent un temporel au cultuel. Voilà, quand on regarde la religion musulmane, elle a l'air dure, mais elle est incomplète si elle ne reprend pas celles qui les ont précédées. Et vice-versa, chacune complète l'autre. Et le plus beau des messages est le message d'amour du Christ, qui jusqu'au bout, jusqu'au déboîtement de son épaule, jusqu'à sa crucifixion, jusqu'au dernier souffle, pardonnait et regardait ceux qui étaient à côté de lui, qui eux étaient des pécheurs, et les aimait. Et laver les pieds de ses apôtres la veille, en sachant très bien qu'avant le chant du coq, par 3 fois, Pierre le trahirait, et le regardait dans les yeux. Et lui a dit, je ne le connais pas. Et lui pardonnait avec tout l'amour du monde. Et c'est là que le Christ est unique, et qu'il me passionne. Ce message d'amour dont vous parlez beaucoup dans vos chansons. Et parce même là, au moment, oui. c'est ça. On sent que vous êtes transporté par ça, vraiment. Et vous en parlez beaucoup d'amour d'ailleurs dans vos chansons. Alors il n'y a pas juste l'amour dans un couple, mais il y a l'amour effectivement au sens large, l'amour de l'autre. C'est dur aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous montre, d'aimer son prochain. Oui. Mais il ne faut pas abandonner cette idée, il ne faut pas abandonner ce qu'il y a qui nous différencie des autres espèces qui peuplent notre terre et qui fassent de nous, les humains, ceux qui étions avant, et nous pensions l'être, des êtres de lumière et supérieurs. Nous sommes en train vraiment de nous isoler et le socle de la famille est en train de s'étioler. Il faut vraiment revenir à l'autre, à revenir donc à des choses simples, essayer de se détacher de ces fausses lumières, de ces fausses brillances, et revenir à l'esprit, et vraiment regarder les gens dans les yeux. Et combien de gens sont dans la rue aujourd'hui? Et vous savez ce que je trouve de plus déplorable que la misère et de son existence elle-même, c'est le fait qu'on ne la voit plus. La misère existe, c'est un fait. Mais lorsqu'on passe devant et qu'on ne la remarque plus, c'est encore plus grave. C'est l'indifférence qui est redoutable. On va continuer à parler de ces sujets extrêmement profonds. Mais alors vous allez rester dans parler de fausses lumières, vous allez rester dans la vraie lumière. Moi, en revanche, je vais vous abandonner quelques instants, mais vous allez continuer de m'entendre à défaut de me voir. Je vous dis à tout de suite. Alors, Icar, est-ce que vous êtes bien installé? Oui, merci. Formidable. Moi, je suis très bien installée aussi. Je n'ai pas la chance d'avoir comme vous un espace pour reposer mes pieds, un petit repose-pied. Mais donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Mais je suis très bien installée quand même. Et le principe de cette seconde partie d'émission, il est très simple. Je vais vous proposer différents mots. Et pour chacun d'eux, je vous propose tout simplement de me dire ce qui vous inspire. Alors, on commence tout de suite avec racine. On parle souvent de gens et de se demander d'où ils viennent. Et là, je vais citer Jésus, justement. Il dit, on reconnaît un arbre à ses fruits et non à ses racines. Nous sommes ce que nous faisons et pas d'où nous venons. Et nous avons vraiment tendance à l'oublier en ce moment. Et même si il faut des racines pour qu'il y ait des fruits, parce que c'est elles qui puisent l'eau. Alors, ce qui est intéressant avec votre famille, Icar, c'est que vous êtes né au Sénégal, comme vous le disiez tout à l'heure. Votre famille est d'origine libanaise. Et en 300 ans, votre famille, elle a connu un parcours tout à fait étonnant, puisque vous avez été à certains moments juif, à certains moments chrétien, et puis aujourd'hui musulman. Racontez-nous.
Ce sont les exodes. Je pense qu'on était au début du XVIIIe siècle, yéménites, juifs, les Atié, Atia, Atias, toute cette racine de noms de famille. Parce qu'Atié, c'est votre prénom, c'est ça? C'est mon nom de famille. Votre nom de famille, voilà. Mon nom de famille, Le vrai Atié. Et les Oui, ça Atiés ressemble, c'est viennent très des proche. Atia. C'est très proche des Atias, effectivement. Ouais, Atias, il y a des chrétiens, il y a des juifs et il y a des musulmans. Donc voilà, c'est d'exode en exode, de mouvement en mouvement. Comment la géopolitique, entre guillemets, de l'époque, des hommes ont façonné les mouvements des gens et les ont fait s'adapter. Il y a une espèce de sélection non naturelle qui fait que les gens s'adaptent, tout simplement. On sent chez vous de manière générale une certaine nostalgie et qu'on peut retrouver au fil des albums. Votre troisième album notamment s'intitule La Somone. Alors la Somone, je précise que ça fait référence à une plage du Sénégal où vous avez grandi. Quel regard vous portez sur ces moments de votre enfance et sur vos racines, puisque c'est là que vous êtes né finalement, c'est là que vous avez pris racine véritablement? Je pense que je suis paradoxalement né nostalgique, peut-être d'une vie antérieure, j'en sais rien, mais depuis que je suis petit, dès que j'ai eu conscience de mon existence, c'est pas de la tristesse, c'est pour ça, voilà, le mot le plus précis que je puisse avoir à ce jour, à mon âge, c'est la nostalgie. C'est cette espèce de parfum, d'odeur qu'on recherche à chaque fois, d'un truc passé qu'on ne retrouvera plus, mais qui nous fait sourire, comme je vous disais précédemment. Oui, et c'est une force en même temps d'être né là-bas, d'avoir grandi au bord de l'océan avec tout ce qu'il a de plus sauvage et à la fois de réconfortant, d'hostile et réconfortant à la fois. J'ai la chance d'être né là-bas, en Afrique, où ces gens-là qui n'ont pas grand-chose finalement, parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de gens démunis, il faut se le dire, ont une grande générosité. C'est dans une chanson de Tiken Jah Fakoly, qui est un artiste ivoirien, qui dit « Regarde comme ils n'ont rien et vois comme ils savent donner, et tu repartiras riche et tu ne pourras jamais oublier. Viens voir, toi qui parles sans savoir. » Et c'est cette Afrique-là. C'est cette Afrique-là qui m'a nourri, qui m'a bercé en son sein, qui m'a donné le sein et qui a fait aussi l'homme que je suis aujourd'hui. Il y a ces racines libanaises, il y a cette francophonie et cet amour profond du drapeau français. Et que j'ai essayé d'honorer récemment avec, voilà, j'insistais pour faire le Bataclan, j'insistais, et je l'ai fait il y a quelques semaines maintenant. Mais voilà, je n'ai pas encore rendu hommage à cette Afrique noire qui m'a pétri, qui m'a fait et qui continue de me faire. Je vais récemment me laver l'âme là-bas, je vais surfer. Voilà, là j'y étais il y a quelques jours et j'y retournerai encore. Mais voilà, je conseille à tout le monde de venir là-bas. On apprend beaucoup, 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 beaucoup. Savoir d'où l'on vient, est-ce que ça permet selon vous de savoir où on va? Pas forcément. Pas forcément. Je pense aux gens qui sont nés dans un bateau à la dérive, en Méditerranée. Je pense aux gens qui n'ont pas connu leurs parents. Je pense aux enfants adoptés. Non. On peut avoir un départ en pointillé et tracer une ligne derrière. Nous-mêmes, c'est nous qui tenons. C'est nous qui tenons la plume de notre histoire et c'est nous qui devons l'écrire. Bien sûr, il est une sécurité d'avoir une histoire, d'avoir un socle. C'est une chance. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une chance. Comme avoir un certain confort matériel. Tout le monde ne l'a pas, mais on peut y accéder. Je pense que voilà, on n'a pas tous besoin de savoir d'où on vient, mais si tu sais, ça peut t'aider d'une certaine manière, mais tu n'es pas obligé. Il y en a qui font sans. Il y a le socle en termes effectivement d'origine, d'avoir des origines libanaises, d'avoir grandi au Sénégal, et puis il y a aussi un socle qui est essentiel, c'est le socle des valeurs. C'est quoi le socle des valeurs dans votre famille? Je pense qu'il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de respect. Le respect des enfants déjà, d'être à l'écoute, d'essayer de les comprendre. Parce que on grandit avec nos os grandissent, notre chair grandit, mais nos petits chagrins d'enfants ne sont surtout pas à négliger. Parce qu'ils grandissent avec nous aussi. Et nos bonheurs aussi. Et nos souvenirs aussi. Je pense que j'ai été éduqué par quelqu'un d'une grande ouverture d'esprit, mais avec une certaine fermeté quand même. Parce que l'éducation ne se fait pas que dans l'affection. Il y a aussi des discussions, il y a
il y a des devoirs, il y a des choses moins agréables, il y a des choses à comprendre. Et tout ne se fait. On est dans une société consumériste, on va au plus facile. Quand il y a une montagne devant nous, on s'imagine descendre la pente à ski, au lieu de se dire que c'est peut-être quelque chose à gravir. La vie n'est pas facile. Aujourd'hui, on nous donne l'illusion que tout n'est que glissade, tout n'est que facile. Non, l'éducation est quelque chose de difficile et j'ai hâte d'être parent pour... je pense que c'est peut-être la plus grande des missions qui me sera donnée, c'est d'être parent et d'essayer d'accomplir le tour de force que mes parents ont essayé d'accomplir. Il n'y a pas de recette pour être parent, mais je pense que j'ai été éduqué par des gens qui nous aimaient. Et mon père me dit cette phrase tout le temps, excusez-moi si je m'étends beaucoup, il faut me couper. Non, non, c'est très bien, c'est passionnant. Il me disait, tu peux être père, tout le monde peut être père, à peu de choses anatomiques près, mais tout le monde ne peut pas être papa. Et moi, je suis ton papa. Voilà. C'est beau. Vous disiez il y a quelques secondes que on tient chacun la plume de sa propre histoire, ce qui est tout à fait juste. On est effectivement au volant de notre propre bolide qui, voilà, pour aller sur les chemins qu'on a choisis pour nous. Et en même temps, on parle parfois du destin. Alors voilà, je voulais vous faire réagir sur cette notion de destin, le mektoub en arabe, c'était écrit. Voilà, qu'est-ce qui vous inspire ce mot-là? Il m'inspire une fatalité. Il m'inspire... Ça me fait dire qu'il y a une interprétation trop facile de ça. Quand ça sourit, on dit « Ah, c'était le destin, c'était écrit, c'est trop cool ». Et quand ça se passe mal, on abandonne et on se dit ben, « C'était écrit, c'était le destin ». Est-ce que nous vivons une expérience du temps dans son défilement ou est-ce que tout est déjà là? Après, on en revient à des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques et scientifiques. Si on regarde les travaux d'Einstein et qui parlent d'espace-temps, parce que dans tous ces travaux de relativité, il s'agit du temps, qu'elle soit restreinte ou générale, par la vitesse ou la gravité, il s'agit du temps. Et lui visualise le temps comme un gâteau. Imaginez un gâteau, un marbré, et vous le coupez en tranches. Il y a le fil du temps et il y a l'espace. Et tout est déjà fait, selon lui. Et il ne s'agit même pas de destin, on parle de la personne la plus scientifique que ce monde ait portée, qui est Albert Einstein, au début du siècle dernier jusqu'à la fin du siècle dernier. Et lui parlait de ces choses-là sans parler de Dieu et de spiritualité. Il pensait que tout était déjà fait. Que là, cette conversation que j'ai avec vous, et vous en voix off qui me parle, tout est déjà fait. Et que finalement, nous ne vivions, nous, qu'une expérience, celle du temps qui passe. Donc le destin est quelque chose de libre à chacun d'interpréter ça. Et en même temps, dans cette fatalité, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu triste, au sens où justement on perd un peu le contrôle de ce qu'on peut faire de nos vies? Toujours, et c'est même insultant pour nous. Finalement, nous ne sommes là que comme s'il y avait une fonction mathématique qui s'appliquait et qui dessinait une courbe préétablie par la fonction elle-même. Ça nous insulte, clairement. Ça veut dire que tout ce que je suis en train de vous dire, c'était déjà écrit. C'est nul un peu. Alors, votre adolescence, elle a été marquée par des moments très heureux avec vos parents qui, effectivement, étaient des gens humains et avec voilà, des sentiments d'avoir eu une enfance épanouie. Et elle a été marquée aussi, cette adolescence, par un accident à 16 ans, suite à une mauvaise chute. Et suite à cette mauvaise chute, vous avez dû rester alité pendant plusieurs mois. Et pour s'occuper, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez commencé à jouer de la guitare dans votre coin, écrit vos premiers textes. Et ce qui est formidable, c'est que finalement, c'est là que vous avez commencé à vous forger la carrière qui est devenue la vôtre aujourd'hui et que vous n'auriez peut-être jamais eu finalement sans cet accident. Mais c'est certain. Et là, on va dire, ah, le destin, c'est chouette. Tu vois, voilà. Là, c'est exactement à ce moment-là qu'on dit, c'était écrit, il fallait que je devienne artiste. Mais non. J'étais un garçon hyper actif, que je suis encore toujours. Là, je suis très calme parce que j'ai fait mon sport avant de venir. J'ai toujours besoin de courir. Quand j'étais petit, je courais autour de la table au moment où c'était impossible de m'asseoir. Et ce coup d'arrêt-là, en classe de première, voilà, je suis tombé en roller et mon tibia s'est cassé en deux. C'était très douloureux et assez dur à vivre. 1 année et demie d'immobilisation. Et il y avait cette guitare qui traînait. Et j'étais amoureux de Nadège Courtois. Alors, je lui écrivais des poèmes qui devinrent des chansons plus tard. Mais je n'ai jamais eu Nadège Courtois. Mais elle ne m'a jamais aimé. Mais j'ai appris à jouer de la musique. Je n'aurais jamais eu la patience d'apprendre un instrument tellement il fallait que je me dépense. Moi, je suis un chien, tu me jettes une balle, je cours. Mais oui, c'est le destin. Ça, tu vois, voilà, le mot qui est sur l'écran, c'est le destin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le destin, le mektoub. Alors, on va passer à un autre mot, c'est le mot générosité. C'est de la culpabilité pour moi. Ça part d'un sentiment de culpabilité
ne fait que celui qui a intérêt de faire, à part Jésus, parce que lui n'était pas comme nous. Quand je regarde l'abbé Pierre, quand je regarde Mère Teresa, quand je regarde Gandhi, quand je regarde tous ces gens qui par abnégation, par don de soi finalement, absolu, ont fait des choses que le commun des mortels ne ferait pas, qu'on a carrément sanctifié. Ce sont des gens au-dessus de nous. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils avaient à se reprocher pour devoir à ce point compenser? Que devaient-ils à leur banque de conscience pour être à ce point redevables à la vie? Ou avaient-ils alors c'est assez autre chose, et c'est une autre porte qui s'ouvre, pleinement conscience de la chance qu'ils avaient, eux, d'être en bonne santé, debout et conscients, pour donner. Que recevaient-ils, eux? Quelle satisfaction? Quand on court longtemps, ça génère des hormones, du plaisir. Bon, c'est un effort avec une récompense. Mais cet abandon de soi total, le mot qui est écrit sur cet écran, générosité, est pour moi la chose la plus extraordinaire qui soit, et je ne peux pas l'expliquer sans apporter tout ce qu'un humain peut apporter de négatif à quelque chose de parfait. Alors justement, tu parles de quelque chose de négatif. Je recommence. Mais justement, vous parlez de quelque chose de négatif. Vous parliez d'ailleurs tout à l'heure de culpabilité. En quoi est-ce que la notion de générosité a-t-elle un rapport avec la culpabilité? La culpabilité de quoi? De qui? Je ne sais pas. On remonte à Adam et Ève. Déjà, eux étaient coupables d'avoir mangé une pomme. On est né en nous disant, vous êtes coupable. Tu dois gagner ta place au paradis. On est né, et ça c'est le principe de toutes les religions, il faut que tu fasses tes preuves. Tu dois prouver, sinon, barbecue. Je réfléchis, je me pose des questions. Je ne prends pas pour acquis tout ce que je lis. J'essaie de me poser des questions sans pour autant... Et c'est ce que ma mère me disait. Quand à chaque fois je remets en question, je dis pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi dans les religions il dit ça? Elle me dit, n'essaie pas de penser à hauteur de ce que tu ne peux pas comprendre, parce que Dieu est un être qui nous est infiniment supérieur. Mais à ce moment-là, on arrête de se poser des questions, on dit que tout est écrit. La culpabilité, on a grandi avec. On grandit coupable des péchés qui n'étaient pas les nôtres. Et Jésus est mort pour nos péchés, comme on dit. Donc je réfléchis. Moi, je me sens coupable d'un tas de choses. Vous ne vous sentez pas coupable d'un tas de choses? De quoi est-ce que vous vous sentez coupable? Peut-être de prendre la lumière de quelqu'un d'autre à un moment donné. Peut-être de n'avoir pas assez bien fait les choses, de n'avoir pas aimé à hauteur de l'amour que méritait quelqu'un, une femme que j'aurais pu aimer. Peut-être de m'être énervé sur quelqu'un alors que si j'avais eu un peu plus de jugeote et de patience, mais comme je ne suis qu'un homme, eh bien il y a des choses que je loupe. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, la culpabilité? Est-ce que c'est pas quelque chose qui encombre? Si on devait se débarrasser de tout ce qui nous encombrait, madame. Alors, on va parler de votre prénom. On va parler pas tout de suite de la version mythologique de votre prénom, mais de la version Icar au sens de, ça peut être compris I care en anglais, I care au sens de je me soucie des autres. Alors vous allez me dire c'est peut-être très tordu, mais justement c'était l'idée de voir quel cas est-ce que vous faites de l'altruisme, de la charité, de la générosité, et puis de l'autre avec un grand A tout simplement. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est lorsque j'allais en maternelle. C'est ma mère qui me le rappelle ça, parce que ça je m'en souviens que peu, c'est vague. Je faisais un petit détour pour passer au Sénégal, là où il y avait tous les mendiants. Il y a beaucoup de gens dans la rue au Sénégal, mais qui ont un sourire infiniment plus grand que n'importe quel mec qui vit bien ici. Et donc je leur disais, j'ai pas de pièces à vous donner. Eh ben je sais pas, je vais danser ou chanter une chanson. Et donc je m'arrêtais, j'avais 4 ans, 5 ans. Ma mère me le dit, je m'en souviens pas trop. Elle me disait, tu faisais un spectacle tous les jours, tu faisais un détour avant la maternelle et après la maternelle pour aller devant eux qui étaient assis par terre ou en fauteuil roulant ou sur des cartons. Et tu dansais et chantais, tu faisais le con. Et voilà, pour les faire rire, parce que tu leur disais, j'ai pas d'argent, mais je peux vous faire rire. Je pense que c'est la seule chose de bien que j'ai faite de ma vie. C'est incroyable. Je suis sûre que vous en avez fait beaucoup d'autres, mais effectivement, c'est très mignon de la part d'un enfant de faire ça. Alors, je vous disais qu'on allait parler de la version mythologique de votre prénom, parce que Icar, c'est pas seulement I care au sens de je me soucie de l'autre. Icar, c'est aussi le nom d'un personnage réputé pour s'être brûlé les ailes, car parce qu'il avait volé trop près du soleil, ce Icar. Et donc, c'est par rapport à cet épisode mythologique que je voulais vous faire réfléchir au concept de vanité. La vanité.
On dit que le sourire est le propre de l'homme, mais je pense que la vanité est le propre de l'homme. Cette espèce d'orgueil, cette espèce de se dire que moi, je suis plus que ma condition humaine. Déjà, cette espèce de recherche d'immortalité, de détachement de ce que nous sommes, ce désir de voler. Parce que c'est la seule chose que Dieu ne nous a pas donnée, c'est voler peut-être. Oui, parce qu'effectivement, Icare, il y a aussi la notion d'envol, quelque part. Parce que c'est son père Dédale qui lui a fait des ailes. Il lui a dit la seule chose à ne pas faire, c'est t'approcher près du soleil, sinon la cire avec laquelle j'ai fixé les plumes à tes ailes allait fondre et tu allais mourir. Mais lui n'écoute pas. Lui n'écoute pas. Parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il est têtu et parce que cette espèce de théorie du galvanomètre de l'adolescent, tu rentres une charge négative dans des bobines et elle ressort positive et il est complètement con. Et j'ai été complètement con parce qu'on m'a dit ne saute pas en roller. Et j'ai sauté et je me suis cassé la jambe. Et il y a pour ça aussi, il y a Icare. Parce qu'il me disait ne saute pas, tu vas te faire mal. Je dis, bien sûr que si, je vais sauter, tout va bien se passer. J'avais 15 ans, il ne peut rien m'arriver. Et on pense toujours qu'il ne peut rien nous arriver. Voilà, la vanité. Et le pseudo Icare, c'est quelque chose qui vous est venu précisément par rapport à ce personnage mythologique, par rapport à cette question de la vanité? Par rapport à cette fracture, par rapport à cette chute. J'ai sauté d'un peu plus de 3 mètres, j'ai mal atterri, et au moment de l'impact, je savais que quelque chose de grave était survenu et qu'il fallait falloir qu'on... Après, il y a bien plus grave dans la vie, il y a des choses irrémédiables, j'ai guéri, j'arrive, je cours, je joue au foot, j'ai de la chance. J'ai récupéré à 100%. Mais je savais que de jolies années de ma vie allaient être bousculées, perturbées. Mais oui, Icare, j'ai commencé à signer Icare avec un Y et non un I parce que le I était mort et dans la mythologie chinoise, lorsque tu coupes la tête d'un dragon, elle repousse. Donc sur le I a poussé une seconde tête. J'avais 16 ans. Hein. Donc Y, Icare. Et donc je signais mes poèmes comme ça. Voilà. Avant même donc d'accéder à la notoriété, de devenir chanteur, c'est vraiment quelque chose qui était, voilà, cette notion de la vanité. Et justement, est-ce que vous avez le sentiment d'en avoir tiré des leçons? Justement, j'allais dire, cette notion de vanité punie, de sentir qu'il ne pouvait rien m'arriver, cette fracture vraiment a changé ma vie. Ça a été une cassure dans ma vie, cette fracture psychologique. Et oui, du coup, je sais que nous sommes fragiles. Je sais que nous sommes fragiles. Nous sommes des animaux fragiles. Et du coup, vous avez le sentiment d'avoir davantage écouté les conseils ou finalement ça n'a rien changé du tout? Ça n'a rien changé pendant les 15 années qui ont suivi. Absolument rien du tout. Sauf que je me suis réfugié dans d'autres extrémités. Je me suis un peu plus isolé. J'ai vécu la nuit. Je pensais que cette chance de faire ce métier-là était un mode de vie et qu'il fallait être un peu un rocker et qu'il fallait être dehors la nuit et boire et faire la fête et aller dans des extrêmes et jouir d'à peu près tout et me coucher à l'heure à laquelle il fallait que je me lève. Et c'était une erreur. Après, voilà, on accède à la maturité avec un certain chemin. Et si je n'avais pas vécu tout ça aujourd'hui, je ne serais pas là à vous parler. On revient à l'éducation. C'était des sorties de route. C'est une sortie de route qui a duré 15 ans. Mais lorsque tu as eu ce socle dont nous parlions plus tôt, finalement, ça ne peut être qu'une sortie de route parce que tu n'as que crevé un pneu, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'aller au bout de ta connerie parce que s'il t'est arrivé quelque chose, eh bien finalement, tu ne meurs pas seul. Tu tues tous les gens qui t'aiment avec toi. Tu tues tes parents de chagrin. Tu déçois tes amis. Tu abandonnes tout le monde. Donc ne serait-ce que par l'amour des autres, j'étais obligé de guérir. Finalement, ces sorties de route, c'est comme quelque part un passage obligé pour une prise de conscience? Il y a deux façons d'apprendre les choses. La manière empirique et la manière scientifique. C'est de mon papa. Il y a les bouquins et se casser les dents. Apprends un max, mais il y a des choses incompressibles. Il y a des choses par lesquelles tu dois passer. Ce n'est pas un passage obligatoire d'aller aussi loin, mais il y a des choses que tu ne peux faire que seul. Il y a des choses dont tu es le seul à pouvoir faire l'expérience et il faut que tu le saches. C'est pavlovien. Le feu, tu ne l'as pas touché, tu ne sais pas. Tu sais qu'il brûle, tu l'as lu, mais ça te brûle les lèvres de le toucher avec les doigts. Et tu le fais. Parce que nous sommes humains et parce que nous sommes sur Terre. C'est pour ça aussi, ça fait partie de nos chemins. On ne peut pas être dans le contrôle permanent. Il est complètement indécent d'essayer de notre vivant de se départir de notre chair, de n'être qu'un esprit. Quelle serait l'expérience de la vie si nous n'étions déjà qu'un esprit, que nous deviendrons a posteriori, post-mortem?
faut vivre. Et quelles leçons vous en Pourquoi vous avez? riez, tiens, Madame Lavoie? Madame Lavoie. Oui, parce qu'il faut vivre, ça me fait sourire plutôt, parce que c'est une jolie incantation, il faut vivre, et que je ne peux que sourire à cette idée-là de vivre. Merci d'avaliser ma parole. De vivre pleinement et intensément. Mais c'est intéressant de comprendre, parce que quand on vit, effectivement, on vit des choses formidables, et puis effectivement, il y a ces sorties de route, et ce qui est intéressant, c'est les leçons qu'on en tire. Et pour terminer, avant qu'on se retrouve, je voulais savoir, vous, précisément, ces sorties de route que vous évoquiez, quelles sont les leçons, les enseignements, les anglo-saxons diraient les learning points que vous en avez tirés? Que dans un idéal, il faudrait faire les choses avec un peu plus de mesure. Je pense que c'est ça. C'est d'être allé trop loin dans certaines choses. C'est comme Obélix, je ne peux plus y toucher. Voilà. Plus de potions magiques, donc. Plus de potions magiques. Sur ce, je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Comment ça s'est passé, cette expérience? C'est un peu inédit, c'est un peu atypique de se retrouver comme ça tout seul sur un plateau sans avoir aucun regard, aucune personne à qui parler. Racontez-nous comment ça s'est passé racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. C'est un peu un isoloir, il y a quelque chose un peu comme si on allait se confesser. Il y a quelque chose de... Ça défoule, parce que je parle avec mes mains, j'étais moins calme que lorsque vous étiez là. Et aussi, il y a un côté où j'avais le sentiment de m'écouter parler. Il y avait un côté un peu pompeux aussi de ma part, j'espère que... Mais c'était pas volontaire. C'est pas du tout pompeux, c'était très agréable à écouter. Vous avez beaucoup parlé d'amour, l'amour de l'autre, l'amour des femmes, l'amour du Christ. Voilà. Et vous qui avez chanté beaucoup l'amour, je me demandais quelle est la chose la plus grotesque que vous ayez faite par amour? Je pense que le sentiment amoureux nous amène à faire un tas de choses ridicules de l'extérieur. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'il y a. Lorsqu'on regarde dans les documentaires animaliers, c'est très important de regarder... C'est intéressant la comparaison entre l'amour et le documentaire animalier. Justement, parce qu'il y a les parades amoureuses, les parades des oiseaux. Quand tu regardes National Geographic, il y a plein d'oiseaux que tu vois parader pour avoir les faveurs de la femelle. Et nous, de l'extérieur, on est ridicule lorsque tu vois des mecs avec des roses, avec le gars qui passe au resto, l'espèce de cliché, alors que toi, quand tu le vis, tu ne te sens pas ridicule et grotesque. Je pense que l'amour en soi nous mène à faire tout un tas de choses ridicules, comme se retrouver devant le 14 boulevard Saint-Michel un soir de pluie en automne et écrire une chanson sur son téléphone parce que d'autres habitent chez toi. Et d'en faire un album entier qui s'appelle Adieu je t'aime, où tu fais un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Et c'est pour ça, je pense tout simplement, je pense que la conclusion vient tout seul. On dit tomber amoureux. Tomber. C'est un peu pessimiste l'idée de tomber. Il y a l'idée de chute. Et si on tombait vers le ciel? C'est une question de gravité. C'est pessimiste que si on pense que tomber, c'est par terre. C'est quoi votre plus grand luxe? Le temps. Et j'ai fait ce métier pour être... Dans l'optique de me dire que si j'ai des enfants, je pourrais les emmener le matin à l'école, les chercher à midi. Sauf si on est en tournée à droite à gauche, là c'est plus compliqué. J'arrêterai, je m'en fous. Tu n'as pas le droit de priver tes enfants de quelque chose parce que papa a une passion. Ou de les priver d'un truc parce que papa a une lubie ou quelque chose, une obsession. Non. Voilà, moi, mon père a dû travailler dur pour me fournir l'éducation que j'ai eu la chance d'avoir. Encore une fois, c'est une chance immense parce que j'ai grandi dans des conditions très convenables. Et je me suis dit, voilà, c'est du temps, on est riche du temps. Et parfois, lorsque la maladie vient, tout l'argent du monde ne peut pas te guérir. Donc on est riche que du temps qu'il nous reste à vivre ensemble. Et moi, je me dis que voilà, j'ai envie d'emmener mes enfants à l'école, faire mes devoirs avec eux, faire leurs devoirs avec eux, et qui seront mes devoirs. Oui, voilà, c'est complètement vrai. En plus, je réapprendrai avec eux. C'est pas toujours drôle. Non, ce n'est pas. Mais qui a dit que... Il y a ce sentiment-là à chaque fois, et qu'on revienne à la justice et au confort. Quand on parlait de la montagne à dévaler ou à gravir, qui nous a dit en naissant que ça allait être facile? Qui nous a dit que ça allait être cool? Pourquoi on est dans cette espèce d'optique de « il faut que ça soit fun ». Peut-être que c'est dans l'effort qu'on trouve... Voilà, on est dans une société de la quête du facile. Alors que c'est peut-être dans la difficulté qu'on est perfectible, qu'on devient un meilleur soi-même. Donc voilà, peut-être que ça sera dur, ça va me faire chier ça va m'ennuyer de me lever le matin et de me dire « allez l'habiller, allez l'emmener aux toilettes, allez le nourrir, allez le... » Mais c'est extraordinaire, j'ai hâte.
Alors, on parlait des oiseaux, de la parade des oiseaux, etc. Si vous étiez un animal ou un oiseau, enfin, voilà, vous seriez quoi? Moi, je suis passionné par les gros félins. Je serais un lionceau, pas un lion. Ah, d'accord, un lionceau, Un c'est lionceau. précis. Alors pourquoi un lionceau plutôt qu'un lion? Parce que c'est plus mignon. Parce qu'il ne sait pas encore ce qu'il va devenir et la force qu'il peut contenir. D'accord, donc il y a cette magie de la page qui est encore à écrire. Toujours, le temps. Et alors quand vous ne composez pas, ce qui est une vraie passion, quand vous ne chantez pas, c'est quoi votre hobby? Qu'est-ce que vous aimez faire? Surfer. Énormément, être dans l'océan. Parce que c'est l'immensité de l'océan, il y a quelque chose derrière, il y a la magie de surfer. Et il y a l'humilité qu'on retrouve aussi chez les Japonais. Et je viens de me faire tatouer le portrait de l'espèce de fresque de Hokusai, la vague de Hokusai qui surplombe le mont Fuji. On ne la voit pas ici, mais c'est la place de l'homme dans la nature, sur cette terre. Ça nous amène à beaucoup d'humilité parce que quand tu surfes, la rame est longue, déjà c'est extrêmement physique, tu es fatigué, tu reprends ton souffle et tu as cette espèce d'élément immense qui se dresse devant toi et toi tu penses le dompter. L'océan n'a pas d'amis et il peut te donner une grande joie, un grand plaisir et peut te noyer en 2 secondes, sans état d'âme. Alors, j'allais vous demander comment est-ce que vous vous ressourcez le mieux? Est-ce que c'est précisément sur l'océan, dans C'est l'eau? dans l'eau, c'est l'océan, pas la mer. C'est votre élément, l'océan. l'océan. D'accord. L'océan, c'est mon élément. Je ne suis bien que dans l'eau. D'accord. C'est pas pratique pour un lionceau, mais Non, ni quand on habite à Paris, ni d'ailleurs. quand on habite à Paris. C'est pour ça que je n'arrête pas de faire des allers-retours, d'aller au Sénégal dès que je peux. D'accord. Alors, c'est quoi pour vous une journée réussie? Comment vous décrivez une journée réussie, à part d'avoir été sur l'océan et d'avoir chanté? Je pense que celle-ci, jusqu'à ce moment précis où je parle avec vous, elle est réussie. Je me suis levé ce matin, je n'avais mal nulle part. Je me suis étiré, je n'avais mal nulle part. J'ai bu de l'eau, je n'ai pas eu mal à l'estomac. J'ai pensé à la sœur de mon papa qui nous a quittés hier. J'ai eu une soirée difficile. Mais le temps fait son œuvre et il faut accepter de regarder les gens qu'on a aimés s'en aller. J'ai eu mal. Mais ça fait partie de la vie. Je me suis assis à côté de vous, vous m'avez très bien reçu. J'arrive à trouver une quiétude que je n'ai pas tout le temps. J'ai l'impression d'être dans quelque chose de sacré, un peu une église aussi. C'est parce que les gens, je dis tout le temps, ce sont les anges qui font le paradis. Ce n'est pas parce qu'on est au paradis qu'il y a des anges, mais c'est parce qu'on est entouré d'anges qu'on est au paradis. Et ici, il n'y avait que des gens bienveillants. J'ai été accueilli par Philomène à l'entrée. Elle était tout à fait délicieuse, gentille, agréable, elle m'a proposé un café. Puis j'ai été maquillé par votre ami qui a été très gentil. Et j'ai été reçu par vous, qui êtes d'une superbe énergie. Et voilà, et j'ai été ravi avec tous les gens de la technique qui m'ont installé. J'ai passé une superbe émission en votre compagnie. Donc oui, ma journée est réussie. Là. Alors, elle n'est pas encore complètement terminée. J'ai encore quelques questions à vous poser. Vous n'allez pas pouvoir vous coupé échapper la chic. tout de suite. Hein. Vous allez Ça va essayer. peut-être mal finir. Ça va peut-être moins content. Il reste quelques minutes pour changer d'avis. C'est quoi votre devise dans la vie? C'est le memento mori dont on parlait. Ouais. Souviens-toi que tu vas mourir. Alors vis. C'est un carpe diem un peu plus intellectuel. Vis. Puisque vous parlez beaucoup de la mort et de la vie, qu'est-ce que vous aimeriez, si Dieu existe, qu'il vous dise au moment de votre mort? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre vous susurrer à l'oreille? Que ce n'est pas grave. Que ce n'est pas grave de partir? Que ce n'est pas grave. Rien n'est grave, en fait. Que ce n'est pas grave ce que j'ai fait, que ce n'est pas... On parlait de culpabilité, que ce n'est pas grave, que tu as bien fait. D'accord, Voilà. des paroles de réconfort. conscience et qui me laisse suivre la suite des événements. Est-ce qu'on va aller sur Mars? Quelles sont les nouvelles prouesses technologiques? Qu'est-ce que l'homme va devenir? Est-ce qu'on va sauver cette planète? Est-ce qu'on va réussir à redresser la barre? Oui, tout ça, suivre Netflix, qu'on ne me coupe pas l'abonnement. Qu'on me laisse ma conscience, qu'on me laisse éternel là-haut, ailleurs, en dessous, je ne sais pas, n'importe où, au fond d'un trou noir, j'en sais rien. Mais qu'on me laisse être spectateur de la suite à défaut d'en être acteur. Je veux juste savoir. Parce qu'on est riche de ça aussi, savoir. Voilà. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes le plus sensible chez un être humain, homme ou femme? Sa capacité à s'émouvoir. Quelqu'un qui ne pleure plus, quelqu'un qui a perdu sa sensibilité est mort. Pour moi, On revient à ce que vous disiez sur le pape tout au début de l'émission, sur que nos cœurs s'émeuvent, C'est ça. sur cette haine de l'indifférence. C'est vis-à-vis de crucial l'autre. et c'est ce qui fait de lui un grand pape. C'est qu'il commence par dire cette phrase-là. Moi, ça m'a bouleversé. Il faudrait que... c'était le deuxième coup. Voilà, dans ce monde, voilà, c'était...
Près du chagrin qui nous terrasse, il nous faudrait faire de la place pour un ultime bain de foule avant que la houle ne nous dépasse et qu'un jour submergé de glace, le monde entier sur nous ne s'écroule et que déboule en lieu et place d'un arc-en-ciel. Parce qu'après la pluie vient le sommeil, cette extatique inexistence. Il faut profiter de... C'est ça, il faut qu'on revienne à avoir de l'eau en pellicule au-dessus de nos yeux, qu'on arrive à trouver les choses belles. Il y a aussi un peu, quand on vous écoute, la notion d'empathie qui a l'air d'être très importante pour vous, parce qu'être touché par l'autre, s'émouvoir, c'est finalement éprouver de l'empathie pour l'autre. Mais c'est extrêmement relatif, parce que je n'ai eu de cesse d'être traité d'égoïste par des gens qui ont partagé un moment de ma vie, et d'autres qui me disent alors que moi je pense profondément, oui, qu'il faut avoir un peu d'empathie, de compassion pour se mettre à la place de l'autre. Et je pense que de manière générale, j'y parviens, mais dans le privé, je suis nul. Alors, il y a des moments où on peut avoir des hauts, des bas, se sentir formidable, se sentir nul, comme vous dites. Voilà. Justement, dans ces moments où vous avez un regard plus sévère sur vous, dans les moments où vous pouvez être un peu déprimé, parce qu'on on a tous des moments, encore une fois, tout est cyclique, hein, vous le disiez tout à l'heure. C'est quoi, dans ces moments-là, votre remède à vous contre la déprime, votre potion magique? Parce que c'est pas celle d'Astérix, hein, j'ai bien compris, ou d'Obélix, pardon. J'ai bien compris que celle-là, vous y touchez plus. Mais votre potion magique à vous, pour faire face à ces moments où on se sent moins bien? Ce n'est pas mettre la poussière sous le tapis que de se dire « c'est pas le moment d'y penser ». Aide-moi à supporter ce que je ne peux pas changer et aide-moi à changer ce qui peut l'être. Qu'est-ce qui peut être changé? Ton quotidien, dans l'immédiat. Fais quelque chose de complètement décérébré, sans réfléchir. Tu vas pas bien? Fais quelque chose de simple. Joue au foot, cours, sors, marche, mange, bois, ramène les choses physiologiques à la base. Si tu n'arrives plus à réfléchir, reviens à ton corps. C'est ton ami. Ouais, c'est comme ça que je m'en suis sorti aussi, en faisant beaucoup de sport, en me dépensant. Et après, parce que quand tu es mieux dans ton corps, tu arrives à réfléchir. Tu es plus clair dans ta tête. Ça, c'est certain. Plein de sages conseils, être bien dans son corps, s'écouter, faire attention à soi. Pour quelqu'un qui n'est pas sage du tout, je suis très donneur de leçons, c'est tout nouveau chez moi. Eh bien voilà, c'est nouveau, mais c'est efficace, ça marche, et on va se quitter là-dessus. Merci, car en tout cas, c'était vivant, c'était sympathique, c'était sincère. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée, et vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. À bientôt.